Bonjour à tous. Alors je vais vous parler de mes travaux de thèse sur le conditionnement sémantique à l'inférence. Je vais faire la présentation en français. Mes travaux de thèse s'inscrivent dans un domaine de recherche qui s'appelle l'IA neurosymbolique et dont l'objectif est de combiner deux paradigmes d'intelligence artificielle que sont l'IA symbolique et l'IA neuronale. Alors je vais rapidement un peu redéfinir ces deux paradigmes, évoquer leurs avantages et inconvénients et ensuite rapidement décrire comment est-ce qu'on peut, une stratégie possible pour les combiner. Alors, quand on parle d'IA symbolique, qu'est-ce qu'on veut dire? En fait, c'est un ensemble de méthodes assez hétérogènes qui ont pour point commun de permettre de répondre à une question qui est posée sur un ensemble de connaissances. Ça peut être une base de règles, ça peut être un ensemble une base relationnelle, par exemple. On a des algorithmes de raisonnement logique, par exemple, des algorithmes de recherche par arbre, qui permettent d'apporter une réponse à une requête sur cet ensemble de connaissances. Un exemple de système qui a été développé sur ce principe, c'est Watson d'IBM, qui est un système qui se base sur une base de connaissances relationnelles et qui permet de répondre à des questions de culture générale. Et donc c'est un système qui a montré qu'il peut être compétitif face à des humains à des jeux comme Question pour un champion. Mais des exemples plus simples d'IA symbolique qu'on a dans notre vie quotidienne, c'est notre calculatrice par exemple. On pose une question qui est une série de caractères qui forment une expression mathématique et elle permet d'évaluer cette expression en suivant mécaniquement un certain nombre de règles. Donc ça c'est l'IA symbolique le mot qu'on peut retenir pour qualifier cette IA symbolique, c'est le mot de raisonnement. C'est des techniques qui permettent de raisonner sur un ensemble de connaissances. Et on a un deuxième paradigme qui est l'IA neuronale, qui cette fois se base sur le paradigme de l'apprentissage. Qu'est-ce qu'on veut dire par apprentissage? C'est qu'on veut entraîner des modèles paramétriques, et en l'occurrence des réseaux profonds, des deep neural networks. À quoi ça consiste? Ça se découpe en deux phases. Une phase d'entraînement pendant laquelle on va fournir des données étiquetées, c'est-à-dire un couple d'entrée-sortie à notre modèle, et on va itérer le modèle pour progressivement régler les paramètres de notre modèle afin d'approcher la solution qu'on souhaite trouver. Donc, si on a une tâche de classification, on veut classifier des images, on lui donne des images d'entrée et les classes qui sont associées, et petit à petit, on règle les paramètres de notre réseau de neurones pour que à chaque image, on associe les bonnes classes. Ça, c'est le principe général. Et ensuite, la phase d'inférence, c'est on lui donne une image qu'il n'a pas vue jusque-là, et on récupère les classes de sortie, notre étiquette, notre label. Donc on voit qu'on a deux paradigmes d'IA, un qui sont basés sur le raisonnement et un qui est basé sur l'apprentissage. Et donc évidemment, ces deux paradigmes, ils ont des propriétés différentes, des avantages différents et des inconvénients différents. Par exemple, l'un des avantages de l'IA neuronale, c'est qu'elle est assez rapide. On a évoqué ChatGPT un peu plus tôt. ChatGPT, c'est l'un des plus gros réseaux de neurones qui a jamais été entraîné. Et pourtant, vous pouvez le faire l'exécuter en temps réel sur la plateforme d'OpenAI. Donc on voit que ça reste relativement rapide, même pour des réseaux très gros. C'est aussi assez flexible. On peut traiter des tâches de nature très diverses. Donc on a parlé de réseaux de neurones qui traitent du texte, mais il y en a aussi qui traitent de l'image, des vidéos, du son, des graphes, des séries temporelles, des données non structurées. Donc on voit vraiment que ce paradigme, il s'applique à un nombre de tâches qui est très très vaste. Les inconvénients de ces méthodes, c'est qu'elles sont souvent assez peu robustes, c'est-à-dire qu'on a du mal à prédire la réaction du système à une faible perturbation des entrées. Et cette perturbation, ça peut être du bruit, comme ça peut être une attaque adverse. Il y a des problèmes d'explicabilité. Bon, ça, je ne vais pas m'attarder dessus. On voit très bien qu'on a du mal à comprendre pourquoi est-ce que le réseau nous a produit une certaine réponse. Et enfin, des problèmes de sobriété, parce que, comme on l'a évoqué, pour entraîner des réseaux de neurones performants, il faut énormément de données et énormément de calculs. Et ensuite, de l'autre côté, on a une image un peu en miroir, puisque les systèmes d'IA symboliques, ils sont par nature explicables. On se base sur des règles de la logique qui ont été écrites par des humains. Donc on peut tracer quelles règles ont été utilisées pour arriver à quelle conclusion. Robuste parce que, comme ça base sur la logique, on peut démontrer un certain nombre de propriétés de cohérence et de robustesse. Quand on donne une entrée de tel type, on va avoir une sortie de tel type qui vérifie telle contrainte logique. Et par contre, on a des problèmes de flexibilité parce que écrire des systèmes experts sur à la fois du son, de l'image, du texte, toutes ces modalités en même temps dans des domaines très divers, ça devient très vite impossible pour une équipe réduite. Et des problèmes de rapidité parce que les algorithmes d'inférence peuvent prendre beaucoup de temps à aboutir. Et enfin, on a des problèmes de sobriété qui sont similaires parce que pour avoir des algorithmes efficaces, des systèmes efficaces, il faut donner beaucoup de connaissances. Pour Wikidata, on est sur des graphes de connaissances avec plusieurs millions, voire milliards de triplets. Donc ça devient très vite difficile à gérer et aussi beaucoup de temps de calcul.
Et donc la question c'est, on voit qu'il y a des forces et faiblesses qui sont relativement opposées, est-ce qu'on peut les combiner pour tirer le meilleur parti de ces deux approches? Et donc c'est ça le principe de l'IA neurosymbolique. À l'intérieur de l'IA neurosymbolique, il y a un paradigme, un sous-domaine qui est l'informed machine learning, donc le machine learning informé. Et donc l'objectif de ce sous-domaine, c'est de se dire on part d'une base d'IA neuronale, d'apprentissage machine. On prend une tâche classique, donc c'est tout ce que vous voyez ici en haut, encadré, et on va ajouter un élément de connaissance a priori. Et donc c'est ce petit bloc que vous voyez ici. Et donc l'objectif, c'est d'intégrer cette connaissance dans notre chaîne de traitement classique de machine learning d'IA neuronale. Et donc dans notre chaîne de traitement classique, on a plusieurs étapes. On a la préparation des données d'entraînement, la création de l'architecture de notre réseau, la manière dont on va l'entraîner, et ensuite la manière dont on va générer une prédiction à l'inférence. Dans toutes ces étapes-là, on peut intégrer de la connaissance. Alors, qu'est-ce que j'appelle de la connaissance a priori sur une tâche? Ça va dépendre de quelle tâche on essaie de résoudre. Pour une tâche de classification, par exemple, de la connaissance a priori, ça peut être une formule logique qui est systématiquement vérifiée par notre ensemble de classes de sortie. Par exemple, des liens hiérarchiques entre nos classes. Si on cherche à classifier une image dans différentes classes comme chat, chien, animal, on va pouvoir spécifier que une image classifiée chat sera toujours classifiée animal. Une image classifiée chien ne pourra pas être classifiée chat. Donc les classes sont mutuellement exclusives. Mais sur des tâches de génération de texte, ça peut être aussi que notre texte généré vérifie un certain patron syntaxique, que le verbe se trouve toujours en telle position et que le tel temps doit être utilisé dans notre système. Et donc moi, en l'occurrence, mon travail, c'est une petite sous-partie de ce domaine dans lequel j'interviens uniquement à la dernière étape, l'étape d'inférence. Et donc, qu'est-ce qu'on cherche à faire? On a un ensemble de données, par exemple des images, qu'on veut classifier, un ensemble de connaissances sur nos classes de sortie. Et ce qu'on cherche simplement à faire, c'est faire en sorte que la sortie de notre réseau de neurones soit tout le temps conforme à nos connaissances a priori qu'on a sur la tâche. Et donc ça, c'est très pratique pour plusieurs raisons. C'est qu'on peut appliquer ce système-là, ce principe-là, à des réseaux qui ont déjà été entraînés sans connaissance a priori, comme des modèles de fondation, comme des modèles de langue, comme on a évoqué de ChatGPT, ou des modèles de vision de fondation, qui ont déjà été entraînés sur des données massives sans connaissance a priori, et simplement, au moment de la récupération, appliquer une couche de connaissances qui va faire en sorte que notre réponse, elle va être robuste à un certain nombre de contraintes. Merci.